Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de répondre à une question: comment se situer dans une entreprise en constante évolution? Comment se situer, nous, en tant que personnes, en tant qu'employés, salariés, travailleurs, dans une entreprise qui est aujourd'hui, par le fait même, en constante évolution numérique? Alors, le numérique, c'est tout autant un progrès, une chance, qu'une angoisse et même une tourmente permanente pour certains. Le numérique évolue beaucoup plus vite que nous ne sommes humainement capables de l'intégrer dans notre quotidien. Son évolution, comme cette rapidité, pose de nombreux problèmes d'adaptation des entreprises, de la société, mais aussi pour chaque personne prise individuellement. Alors pour garder les pieds sur terre et éviter les différentes paniques, phobies ou théories du trop complotistes d'ailleurs, eh bien je vous propose de prendre un peu de recul afin de comprendre la place de l'homme et de l'entreprise dans cette spirale qui peut être tout autant vertueuse que vicieuse. Alors pour ça, je vais développer trois points clés. Tout d'abord, remettre la personne en perspective de la technique et de la technologie. Ensuite, rappeler les deux faits ennemis qui se sont penchés sur le berceau du numérique. Et puis, nous allons ensuite observer les conséquences humaines du numérique dans l'entreprise. Alors, tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que entre la technique et la technologie, il y a la personne humaine. Alors je vais passer par quelques petites définitions rapides, vous allez voir. La technologie, c'est un art de faire les choses. Un castor possède une remarquable technique pour construire sa hutte. Et la technologie, pour sa part, c'est l'art de combiner ces techniques et de les améliorer par des outils divers, plus ou moins sophistiqués d'ailleurs. Mais entre la technique et la technologie, il y a l'homme, cette intelligence qui va mettre en place une technologie pour améliorer la qualité des tâches techniques, pour améliorer la facilité des tâches techniques. Et ces améliorations ne datent pas d'aujourd'hui. Elles visent toutes à améliorer la qualité de la vie humaine et plus exactement à la facilité, pour sortir d'un certain déterminisme imposé par la nature. Mais une des dérives de la technologie, c'est de vouloir lutter contre la nature, de vouloir la dominer à l'extrême, de vouloir s'en affranchir totalement. Et donc, poussé au bout du raisonnement, nous trouvons le transhumanisme et le post-humanisme qui cherchent en fait à créer un homme sans aucune dépendance à la nature. Et cette vision excessive, cette vision elle-même fait peur. Peur pour son côté apprenti sorcier, mais aussi peur existentielle de l'homme qui se demande eh ben, que devient sa place? Quelle est sa place devant des outils de plus en plus performants? Alors, une angoisse qui va s'ouvrir professionnellement vers la question de l'inutilité et de la course ininterrompue de la performance pour prouver qu'on vaut mieux que la machine. En revanche, si la technologie demeure au service de la personne humaine, elle devient une aide précieuse qui a fait ses preuves d'ailleurs plus d'une fois. Et la question de fond qui se cache derrière l'avancée technologique, c'est donc celle de son rapport à l'homme. Si l'être humain a peur de la technologie, alors ça veut dire que celle-ci ne joue plus pleinement son rôle d'aider l'homme. La peur, comme je l'explique dans un parcours de bilan personnel, la peur, c'est un voyant d'alerte. La peur nous invite à prendre en compte un problème, à le considérer. Elle nous alerte sur le fait qu'il y a un problème. Mais la première chose à faire, prendre en compte un problème, c'est de l'analyser. La peur vient bien souvent de l'inconnu. Et une fois qu'on a identifié les contours d'un problème, très souvent, la peur tombe. Eh bien, il en va de même de la technologie. Les phobies, les angoisses, les fantasmes, les complotismes,
peuvent générer une inquiétude non fondée face à la technologie. Alors, rationaliser la peur, eh bien, permet de la dépasser en constatant tout simplement qu'il n'y a aucun danger. Mais si nous pouvons avoir peur de la technologie, c'est que nous avons expérimenté que tout n'était pas toujours bon dans le progrès technologique. Alors, il y a donc une sagesse à prendre en compte pour tout ce qui touche à la technologie. Car la technologie peut entraîner des souffrances, soit par la faute du concepteur de la technologie, soit par la faute de l'utilisateur de la technologie. Et celui-ci peut soit mal utiliser la technologie, faute de formation adéquate par exemple, soit détourner la technologie de son usage premier vers un usage mauvais. Et donc, une technologie maîtrisée rassure. Mais une technologie sans contrôle inquiète. Bref, pour le bien de l'être humain, pour son bien-être le plus quotidien, c'est-à-dire délivrer des angoisses liées à l'usage de la technologie, eh bien, il faut que cet usage reste sous le contrôle de l'homme. Et si la personne humaine est destinataire de la technologie, eh bien, elle doit la maintenir à sa place de service de l'humanité. Et cette responsabilité incombe à tout être humain, à chaque instant, à chaque usage de la technologie. Il y a donc une éducation à la responsabilité technologique, une éducation qui est vitale pour le bien-être le plus quotidien de chacun. Nous laisser dominer dans notre quotidien par la machine est profondément anxiogène, car c'est une épée de Damoclès permanente sur notre tête. Lorsque nous maîtrisons le fonctionnement de la machine, ne serait-ce que parce que nous la comprenons, eh bien nous gagnons en liberté. Nous gagnons en liberté parce que, en cas de problème, eh bien, nous gardons la main, nous savons réagir. En d'autres termes, nous gardons notre responsabilité. Nous ne sommes pas réduits à de passifs robots démunis. Et cela est profondément libérateur. La connaissance libère de l'angoisse, parce que la connaissance nous offre d'éventuelles portes de sortie face à un problème potentiel que pourrait poser la technologie. Mais la technologie est mise au service d'utilisateurs grâce au talent de concepteurs. Et certaines technologies peuvent porter en elles-mêmes des germes dangereux et donc anxiogènes. En plus de l'usage, disons, vertueux d'une technologie, eh bien, il se pose la question de l'opportunité de telle nouvelle technologie. Faut-il créer telle technologie? Faut-il la lancer, la commercialiser? Et la question fondamentale étant, au fond, cette nouvelle technologie est-elle au service du bien de l'homme? C'est-à-dire, va-t-elle permettre à l'homme de vivre mieux, de s'épanouir, d'être heureux, et donc sans inquiétude nouvelle? Au fond, cela suppose de répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qui est bon pour l'être humain? Et pour savoir ce qui est bon pour l'être humain, eh bien, il faut pouvoir répondre à la difficile question de qui est l'homme? Qui est l'homme? Car derrière qui est l'homme se trouve la réponse à cette question qui sous-tend, qui inquiète, mais aussi qui libère, la question du bonheur de l'humanité. Alors la technologie, cette technologie, faite par l'homme, pour l'homme, est-elle bonne pour lui? C'est-à-dire, cette technologie conduit-elle l'homme vers son bonheur? Que ce soit par de petits détails du quotidien, comme la machine à café, ou bien par des grandes orientations qui changent l'histoire de l'humanité, comme l'invention de la roue, par exemple. La question reste la même pour la machine à café comme pour la roue. Et de la réponse dépend le véritable bien-être, mais aussi le bonheur de chacun.
La question est, la technologie permet-elle à l'humanité d'être heureux en vérité? Je dis bien en vérité, pas en s'auto-convainquant que c'est bon, en vérité. Alors, après avoir vu la technologie en général, une technologie en particulier, le numérique. Dès sa naissance, le numérique est entre deux mondes qui s'opposent, qui s'affrontent. La question du bonheur de l'homme se pose donc naturellement avec cette technologie particulière qu'est le numérique. Et aujourd'hui, le numérique qui a envahi le moindre espace de notre vie est un enjeu économique, mais aussi idéologique et anthropologique sur ce qu'est l'homme. Et il pose donc la question fondamentale de l'être humain en relation, car le numérique, en effet, c'est un moyen de mise en relation. Et j'insiste sur tous les termes, numérique, moyen, mise en relation. Comme numérisation, c'est une réduction chiffrée. Or, nous savons que la relation ne se résume pas à des modélisations chiffrées. Le numérique n'est donc pas l'intégralité de la réalité. Comme moyen, c'est un entre-deux qui permet de relier, d'atteindre un but. Ce n'est donc pas le but. Le numérique n'est pas un but en soi. Comme moyen également, c'est particulièrement une mise en relation, quelle que soit la forme de relation et quels que soient les deux bouts de la relation. Comme mise en relation, le numérique n'est pas une relation. Et c'est fondamental. L'ambiguïté du numérique, c'est d'être fondamentalement une présence absente. L'autre est là, mais sans être là. C'est du coup une classification contradictoire de la relation qui modifie en bien des aspects le rapport à l'autre présent absent, et au monde immédiat et lointain. Bref, il y a du vide présent dans un présent vide, du vide présent dans un présent vide, ce qui existentiellement peut se révéler extrêmement perturbant, voire déstructurant. Mais la peur profonde liée au numérique tient aux circonstances mêmes de sa naissance, à la fois libérale, des jeunes hors système dans leur garage, et totalitaire, par des États désireux de maîtriser d'abord et de contrôler ensuite, voire pire, parfois. Aussi, le numérique oscille entre liberté, un souffle, le numérique, et servitude, deux domaines conflictuels mais dangereux. Le mauvais usage de la liberté peut faire de très gros dégâts, tout comme un manque de contrôle peut entraîner des dérives non moins dangereuses. Le numérique suppose donc un apport particulier de la personne humaine, un apport que seul l'homme est capable d'offrir au monde, la responsabilité. Sans responsabilité, le numérique est un tyran au nom de la liberté tout autant que du contrôle. Et la question sécuritaire, aujourd'hui, en est un des exemples les plus vifs qui amène au problème particulier du numérique, un problème qui le bloque actuellement, l'idéologie. Le numérique se trouve au cœur des idéologies libérales et totalitaires, qui aujourd'hui se font la guerre sur le dos du numérique, créant de nouvelles situations anxiogènes. Ainsi, le numérique, devenu indispensable, transporte avec lui un virus inquiet qui déstabilise le quotidien, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. On se sent pris impuissant dans les mailles d'un filet numérique dont l'immense majorité des utilisateurs ne comprennent pas le fonctionnement. Ils subissent, inquiets par moments, innocents par d'autres, et souvent sans trop vouloir se poser la question. Ils subissent donc ce moyen de relation utile, mais devenu vital, au point que son absence elle-même pose de véritables problèmes. Et même décident de certaines stratégies personnelles, comme le déménagement, comme le choix de la localisation des entreprises, par exemple.
Il y a avec le numérique, bien plus qu'avec d'autres technologies, une nécessité de responsabilité dans l'usage comme dans la création, afin de maintenir le numérique comme moyen au service et non d'intégrer l'humain dans une chaîne de servitude liée à la dépendance et à l'inconnu. Alors se pose à nouveau la question du lien entre numérique et bonheur de l'homme. Et le numérique se trouve être un anxiogène profond dans l'entreprise, précisément quand la constance devient l'instable. En effet, les entreprises constatent de façon expérimentale et empirique, concrètement, les bienfaits et les nuisances du numérique. Elles voient tous les avantages technologiques du numérique, et d'une part, toutes les entreprises n'ont pas les moyens d'assumer le coût d'une mise à jour permanente, et d'autre part, ces avancées technologiques ne sont pas sans conséquences sur la personne au travail. Premièrement, nous sommes passés de mutations intergénérationnelles à des mutations générationnelles et aujourd'hui intragénérationnelles. Autrefois, il fallait plusieurs générations pour avoir des innovations technologiques importantes et lourdes à digérer. Puis, le fait s'accélère et en une génération, il faut intégrer de nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, c'est au sein de la même génération qu'il faut sans cesse assimiler de nouvelles technologies numériques. Bref, en d'autres termes, aujourd'hui, la constance, la seule constance, c'est l'instable. L'instabilité professionnelle au sein d'un même poste est devenue constante. De sorte que la personne au travail ne peut plus se poser dans le temps pour épanouir l'acquis. Ce qui crée un déséquilibre d'autant plus épuisant que tout le monde ne peut pas suivre la mise à jour technologique. Alors s'installe un sentiment d'obsolescence humaine personnelle. Un sentiment d'obsolescence humaine personnelle ouvrant tout grand le chemin du burn-out. J'en parlerai dans une autre vidéo. Or, l'entreprise comme le numérique ne sont qu'un moyen en vue d'une finalité bien plus grande, tous les deux, le bonheur de l'homme. Et l'entreprise contribue à ce bonheur de l'homme à deux niveaux. Comme maillon de la chaîne de production, et cela pose la question des bons produits, des produits éthiques, et comme lieu d'épanouissement de ses employés. C'est pourquoi le rapport des ressources humaines au numérique est une question de performance, c'est vrai, mais aussi de management. Et dans un bilan personnel ou un bilan de compétences, eh bien, il est fondamental de prendre en compte, selon certains métiers, à des degrés divers, cette particularité nouvelle du numérique qui peut être à l'origine de démotivation, de burn-out, mais aussi de perte de compétences et donc de désorientation. Alors, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à découvrir le parcours de bilan de compétences en 12 étapes à domicile que je vous propose dans l'e-book gratuit que vous allez trouver en lien dans la description de la vidéo. Et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de l'e-book pour avancer ensemble, découvrir quelles sont vos performances, vos compétences, afin de ne pas vous laisser dévorer par cette course permanente, désorientante, au risque du burn-out.